Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de chiffrement ubiquitaire avec Bruno Grieder. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Bruno, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors oui, je suis Bruno Grieder, je suis le directeur technique de Cosmian, qui travaille dans la cryptographie, on va en parler, et je suis aussi un des cofondateurs. Alors, le chiffrement ubiquitaire, qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc l'idée du chiffrement ubiquitaire, c'est de dire qu'on doit chiffrer partout, tout le temps. Donc l'idée est la suivante, c'est que de même que le web a bougé de HTTP vers HTTPS, aujourd'hui il n'y a absolument aucune raison que les données ne bougent pas de texte clair à texte chiffré partout. Il n'y a vraiment aucune raison maintenant de garder les données en clair, et d'autant plus lorsque ces données vont atterrir sur le cloud dans des endroits où là, on peut être en absence de confiance. Et donc l'idée du chiffrement ubiquitaire, c'est que vraiment le chiffrement, la privacy by default en bon français, devienne une composante dans tous les logiciels de tout ce qui est utilisé, et donc ça fasse partout, aussi bien au stockage que pendant le transport, que pendant l'exécution, essayer de garder les données chiffrées. Alors comment ça se met en œuvre ? Alors oui, alors il y a donc plusieurs techniques cryptographiques. Il n'y a pas une technique cryptographique qui les domine toutes. On n'a pas l'anneau fantastique qui va dominer toutes les cryptographies. Donc suivant l'usage, suivant la destination, on va utiliser des systèmes de cryptographie différents. Pour faire un panel rapide, il y a toute la partie stockage, technologie de chiffrement pour le stockage. Donc aujourd'hui, ça existe déjà ça depuis longtemps, hein, mais on fait ça avec des clés symétriques. Aujourd'hui, par exemple, typiquement au niveau système, ce qu'on appelle du système level cryptographie. Donc vous allez activer ça sur votre disque dur, il y a une clé symétrique qui se met en place, puis il y a tout le disque dur qui est chiffré sous cette clé. Le problème, c'est que si cette clé est leakée, elle est rendue publique, bah, vous déchiffrez la totalité des données. Donc il y a des systèmes un peu meilleurs qui ont été améliorés en utilisant du chiffrement bout en bout, qu'on trouve dans les messageries par exemple. Et c'est problématique pour stocker des gros repos de données, parce que ça fait beaucoup de clés à gérer, et des politiques très très compliquées. Et donc maintenant, en cryptographie avancée, on est capable d'avoir d'autres techniques, en particulier une technique qu'on appelle le chiffrement par attribut, qui nous permet d'aller chiffrer les données avec des attributs. Donc on peut découper les attributs selon les axes qu'on veut. Par exemple, alors nous on travaille beaucoup avec des banques, des gens comme ça qui bougent leurs données dans le cloud, hein, et donc ils vont partitionner leurs données selon des axes qui leur sont propres. Par exemple, leurs entités, je sais pas, banque de détail, wealth management, etc., etc. Donc, ça peut être des départements, hein, RH, finance, marketing, et puis par exemple un axe qui est l'axe de géographie, et puis donc ils vont chiffrer chaque donnée avec ses attributs. Donc ils vont dire bah ça c'est une donnée RH France, ça c'est une donnée finance UK, etc. Donc on partitionne les données. Et au moment où on les chiffre, et ces attributs viennent dans le chiffré, et après on peut émettre des clés aux utilisateurs qui leur permettent de déchiffrer que certaines partitions. Donc on peut construire des clés avec des politiques d'accès qui vont dire, bah, par exemple, tel utilisateur peut déchiffrer toutes les données du UK, celui-là il peut déchiffrer toute la finance à travers l'Europe, celui-là par contre c'est finance UK et HR UK et finance France et je sais pas trop quoi, et HR Portugal. Donc on peut faire c'est des politiques booléennes. Donc voilà, ça c'est les premières techniques, ça c'est pour les améliorations qu'on amène dans le chiffrement au stockage. Juste sur ce point, c'est-à-dire que les politiques entre guillemets d'accès, d'autorisation, de déchiffrement sont en fait embarquées avec les clés. C'est ça. Donc elles sont embarquées dans les chiffrés et dans les clés. Donc dans les chiffrés, on a les attributs. Dans les clés, on a les politiques vraiment, c'est les expressions booléennes. On peut faire ça, ou ça, et ça. Okay. Donc on liste les partitions avec des et des ou, en fait. Hein, c'est une expression booléenne. Et seul l'utilisateur qui a une clé, qui a la bonne expression, dans laquelle, lorsqu'on rentre les attributs de la donnée, donne l'expression vraie, peut arriver à la déchiffrer. Et l'intérêt de ces techniques par rapport aux techniques précédentes, c'est qu'on peut avoir des partitions donc, qui se chevauchent.
On peut avoir des gens qui sont, comme je dis, à travers par exemple, un département ou à travers toute une géographie ou des mélanges. On peut faire ce qu'on veut. Et aussi parce qu'on utilise des systèmes de chiffrement à clé publique un peu plus avancés, on a une clé pour le chiffrement qui est les publique, donc n'importe qui peut chiffrer avec les attributs, ce qui est très pratique dans un gros IT, parce que du coup on peut déployer la clé en clair, et aucun problème, on peut faire que ça sur tous les systèmes qui fournissent de la donnée. Par contre, les clés de déchiffrement, elles ne sont générées qu'à partir d'une clé maître principale, qui est contrôlée par une autorité, qui est l'autorité de la banque, et elles sont uniques. Ce qui a aussi un autre intérêt, c'est que quand une clé est leakée, les données, elle est perdue, elle a été compromise, ça a deux intérêts. D'abord, la clé ne compromet que les partitions auxquelles elle a accès et pas plus. Et la deuxième chose, c'est que comme elles sont uniques, on peut tracer, si on voit la copie de la clé, on sait d'où vient la clé, puisqu'elles sont uniques. C'est pas une clé partagée entre des gens, c'est vraiment une clé unique à chaque fois. Donc du point de vue auditabilité, en fait, c'est bien meilleur pour l'accès aux données. Mais comment ça se présente concrètement? C'est un SDK que le développeur doit intégrer dans ses logiciels, ou c'est une surcouche, ça fait de l'interception, ou c'est un logiciel spécifique à déployer? Ouais, alors oui, ça c'est un travail sur lequel on a passé beaucoup de temps là-dessus. On était parti plutôt sur du logiciel et puis on s'est aperçu que c'était pas le bon format. En fait, le bon format, c'est de faire des developer tools, des produits pour les développeurs. Et donc les développeurs, ce qu'ils aiment, c'est les API, les librairies. Et éventuellement, quand il y a besoin des back-end, des choses en back-end quelque part qui les aident lorsqu'il faut augmenter le service. Et donc ce qu'on a fait, c'est que toutes ces techniques, alors il y en a d'autres, on va en parler un peu plus tard, mais par exemple cette technique de chiffrement par attribut, elle est disponible à travers de librairies Java, Python, JavaScript. Alors c'est les plus utilisées. Et c'est des API tools très simples. Un développeur n'a pas besoin d'être un cryptologue pour savoir quels paramètres il utilise. Il a juste des fonctions chiffrées, déchiffrées, qu'il va injecter, en règle générale dans son code. Donc ça va être dans son code applicatif. Et puis dans certains cas, on a des plugins aussi, où là, on monte à un niveau supérieur. Donc par exemple, dans Spark, qui est un gros système utilisé dans le big data, on trouve partout dans les banques, vous avez un plugin Spark qui va à la volée, chiffré avec les attributs, donc vous le déployez dans votre système Spark et il va faire ça pour vous. Mais on a aussi des accords avec d'autres plateformes, des gens qui font de l'édition logicielle spécialisée dans les données. Donc par exemple, il y a une société d'origine espagnole mais qui a bougé aux États-Unis maintenant, qui s'appelle Denodo, qui fait la virtualisation de données, donc qui expose toutes vos sources de données comme une unique base de données. On a un plugin pour Denodo qui permet aux gens, lorsqu'ils font la requête, d'avoir un mot-clé chiffré dans la requête SQL qui leur permet de chiffrer à la volée avec les attributs, par exemple, en même temps qu'ils font la requête. Donc ça s'intègre parfaitement du coup dans le workflow des gens qui utilisent Denodo. Donc c'est ça, la présentation, c'est vraiment de l'API, de la librairie, dans différents langages, pour supporter un peu tous les use cases. Donc Java pour le big data, parce que c'est là, en général, les grosses chaînes sont en Java. Python, parce que c'est le langage des data scientists, et que eux, justement, accèdent à des repos de données comme ça, et à travers leurs clés, on leur donne des accès, on contrôle les accès de ce qu'ils peuvent récupérer pour aller faire des analyses. Donc beaucoup Python. Et JavaScript, parce que, par exemple, on a des applications dans les banques où on va bouger les transactions bancaires dans le cloud. On va les chiffrer avec des répartitions et on va s'assurer donc que ça va atterrir finalement sur votre mobile ou en tant que client de la banque ou votre interface web. Et là, on va s'assurer que votre clé vous donne accès qu'à vos données, donc le niveau de partition il est au niveau du client. Par contre, si vous avez un compte joint, par exemple, vous avez accès à deux partitions, parce que vous avez la partition de l'autre personne. Puis par contre, si vous êtes le conseiller bancaire de la zone, Paris Nord, vous avez accès à tous les clients de Paris Nord, donc c'est encore une autre groupe de partitions avec une autre politique d'accès. Donc en fait, avec ces clés, on peut s'assurer que quoi qu'il arrive, on peut bien contrôler ce quoi vous avez accès. Et le déchiffrement, on essaie de le faire le plus tard possible. Donc on va le faire dans votre mobile, sur le navigateur. Donc vraiment, lorsqu'on est tout proche de l'utilisateur, de manière à garder la donnée chiffrée en fait le plus longtemps possible dans le système, pour qu'en cas de compromission, justement, on n'y ait que de la donnée chiffrée accessible. Mais du coup, alors vous supportez tous ces langages, mais est-ce qu'il y a un cœur commun, par exemple, qui est écrit en C++ ou en OCaml, ou est-ce que vous avez la librairie qui est écrite dans tous ces langages et après il y a des tests derrière qui s'assurent que la version Java et la version JavaScript donnent le même résultat? Ouais, alors non. Effectivement, on développe toute la crypto en Rust à la base. Alors pourquoi Rust? Alors c'est sûr, ça fait chic parce que c'est un langage un des plus récents, donc c'est toujours sympa d'utiliser le dernier langage. Ça aide pour le recrutement par exemple. Mais la raison principale pour laquelle on utilise en Rust, en fait, elle est un peu plus pragmatique que ça, outre le recrutement qui est quand même un sujet important. C'est que dans Rust, il y a une mécanique qui fait que on peut pas compiler un programme dans lequel il y a des fuites mémoire ou des problèmes de multithreading.
Et 70% des CVE qu'on trouve dans les grosses bases de code, c'est une de ces deux choses-là. Donc on sait, et nous, les fuites mémoire, c'est un vrai problème en crypto. C'est un truc qu'on peut vraiment pas se permettre. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit prendre des précautions, mais déjà, ça élimine par nature tout ce type de bug, ce qui est quand même un gros progrès par rapport au C++ ou au C, qui était le langage de la crypto jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, on voit tous les gens qui codent du stack crypto à bas niveau bougent doucement, mais sûrement vers Rust. Et d'ailleurs, l'ANSI en France recommande Rust maintenant pour aller coder de la crypto. Donc du coup, c'est en train de s'imposer gentiment comme le langage pour aller coder de la crypto bas niveau. Par contre, évidemment, le Rust, c'est pas utilisé beaucoup à plus haut niveau, au niveau applicatif, et donc d'où cette nécessité d'avoir des langages au-dessus qui viennent râper en fait ces couches Rust. Ouais, Nicolas est un fanboy de Rust, il faut le dire. Non, je ne suis pas un fanboy de Rust. Quand il y en a dans les challenges de CTF, c'est un enfer à reverser, les outils ne sont pas prêts, enfin bon. Donc ça, c'est pour vos librairies qui permettent aux développeurs d'utiliser facilement la crypto. Mais je crois que vous faites pas que ça chez Cosmia, en fait. Tout ça. Ouais, non, alors c'est ça. Alors ça permet de protéger les données de manière intelligente, j'allais dire, au repos, hein, dans le partitionnant, ça améliore la sécu, tout ce que j'expliquais, les clés uniques, etc., etc. Donc ça améliore déjà nettement par rapport aux techniques qu'on a actuellement de protection dans des larges repositories de données, parce que c'est ça qu'on adresse, hein, quand vous avez peu de données, on peut pas s'embêter, on peut faire plus simple, mais sur des très gros, larges repositories de données qui sont nourris régulièrement, vous avez besoin de crypto un peu plus avancée, de faire de la rotation, des choses comme ça, faire de la forward secrecy. Donc ces nouveaux protocoles permettent de faire ce genre de choses. On ajoute souvent à cette crypto de gestion des accès une crypto qu'on appelle le Searchable Encryption, la crypto qui permet de faire de la recherche. Et là, ça nous permet de construire des index chiffrés. Et les requêtes vers cet index sont chiffrées, et les réponses sont chiffrées. Donc imaginez, on a d'ailleurs ce cas, d'un très gros repository des employés d'une énorme société. Et ils ne savent pas combien ils ont d'employés en fait, il y a tellement de filiales partout dans le monde. Et donc l'idée c'est qu'ils construisent un repository dans le cloud de tous leurs employés. Donc toutes les filiales contribuent leurs employés et maintiennent en fait la liste de leurs employés. Et ils chiffrent avec attributs qui sont tout simplement les noms des filiales et leur géographie. Et il y a un autre critère aussi. Et puis après on donne des clés à des gens qui permettent d'aller voir tous les employés de la zone Asie-Pacifique ou juste, je sais pas, France pour ceux qui n'ont que cet accès, ou que les employés dans une branche particulière. Voilà. Et l'intérêt c'est d'avoir aussi un index à côté qu'on peut interroger pour retrouver tous les Martins. Alors Martin prénom, Martin nom, etc. Et donc on a, avec Searchable Encryption maintenant, avec ces techniques-là, on est capable de construire des index ultra efficaces qui vont aller indexer tous les Martins et qui vont dire tous les Martins ils sont dans la base de données chiffrée en ABE avec les attributs à ligne 12, 14, 32 735, etc. Donc vraiment un index qui a un pointeur vers la base de données qui est le même chiffre en attribut. Et quand vous interrogez cet index, l'index est chiffré, toutes les données sont chiffrées dans l'index. Quand vous interrogez cet index, vous envoyez une requête chiffrée et l'index vous répond avec un chiffré que vous déchiffrez. L'intérêt de ça, c'est que du coup, l'index, il peut être avec les données dans le cloud. Et que le cloud, lorsque vous faites des requêtes vers cet index, il comprend rien. Il comprend rien des données, rien dans l'index, rien de requêtes, rien des réponses. Donc ça vous permet de bouger, en fait, toute l'infrastructure de stockage et de requêtage et de partitionnement dans le cloud. Donc voilà. Donc très souvent, on adjoint au chiffrement par attribut un système d'indexation avec du Searchable Encryption, et ça, c'est ultra rapide. Ça utilise de la crypto symétrique qui est très rapide. C'est juste qu'il y a des protocoles au-dessus qui sont sortis récemment et que nous on a amélioré. On pose aussi des brevets là-dessus. On travaille étroitement avec par exemple le labo crypto de l'ENS là-dessus, NormalSup, où il y a parmi un des meilleurs cryptologues du monde, David Poincheval, et qui est un expert dans ce domaine-là. Donc on travaille avec eux de manière étroite à améliorer les protocoles aussi, les rendre plus efficaces, etc. Donc ça c'est un autre type de crypto qu'on vient à ajouter, j'allais dire, à la crypto de stockage pour pouvoir, encore une fois, on travaille sur des très gros repos, donc l'idée c'est de pouvoir récupérer très rapidement les données et de pouvoir déchiffrer que ce que vous pouvez accéder, ça c'est vraiment le but. Puis après, il y a une autre crypto qui utilise des techniques différentes, qui permet qu'une fois que vos données sont chiffrées, de les garder chiffrées pendant la phase de traitement. Voilà. Oui, donc en fait, il faut dans du secure computation. Oui, pardon. Oui, excuse-moi, je voulais dire, en fait, il faudrait peut-être que tu expliques la différence entre Searchable Encryption et chiffrement homomorphique, qui sont liés, mais pas tout à fait la même chose. Et en fait, non, il y a un problème. Le Searchable Encryption, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller vite. Et donc, il n'y a pas de calcul, en fait. C'est vraiment de l'indexation. On a juste des trucs crypto malins en symétrique qui permettent d'aller très rapidement retrouver des données. Mais on ne cherche pas à faire des calculs sur les données chiffrées. C'est pas un index sur lequel on calcule. Ça s'approche
vraiment des index de base de données. Hein. On cherche pas à faire du calcul complexe dessus, on cherche vraiment à trouver des choses dans les index. Par contre, parfois, on est obligé de faire du calcul sur les données chiffrées. Donc là, il y a plein de cas d'usage. On est obligé de faire des traitements bien plus complexes. Et alors là, c'est là où l'homomorphe, les traitements homomorphes commencent à intervenir. Donc là, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées, soit des techniques purement mathématiques, qui font appel justement à des homomorphismes mathématiques. Donc là, c'est quoi? C'est bien gros mot, dès qu'on rentre dans les maths, ça jargonne énormément, mais l'idée, c'est qu'on prend un chiffré dans un système de chiffrement homomorphe, on va dire un chiffré d'une valeur A, et puis on prend un chiffré d'une valeur B, et quand on additionne les deux chiffrés, on se retrouve avec le chiffré de la somme, avec le chiffré de A plus B. Donc en fait, on a additionné des valeurs sans connaître les valeurs dans clair, mais quand on déchiffre, on a bien le résultat de l'opération d'addition. Donc les chiffrements homomorphes additifs, c'est ce qu'on trouve le plus, permet donc de faire des opérations sur les chiffrés sans jamais avoir les déchiffrés. Donc il y a toute une branche là-dedans, et donc l'acronyme le plus connu, c'est FHE, Fully Homomorphic Encryption, sur lequel il y a énormément de recherches, pratiquées par des grands labos, entre autres, alors non seulement académiques, mais aussi privés. Microsoft, IBM, par exemple, ont des cryptologues qui travaillent là-dessus, parce que c'est la branche, c'est un peu l'avenir de la crypto, de calculatoire sur les données, parce que c'est des outils purement mathématiques, et en plus qui ont cette bonne idée d'utiliser des systèmes de chiffrement qui ont de la résistance quantique. Donc a priori, on est capable de résister aussi aux attaques sur les ordinateurs quantiques. En tous les cas, tant que personne n'a trouvé un algo sur les ordinateurs quantiques qui permet de casser, c'est toujours pareil. Hein. C'est une course à l'armement. Mais aujourd'hui, on a de la résistance quantique sur ces systèmes. Donc il y a énormément de recherches. Ça progresse très vite. Mais pour vous donner une idée des ordres de grandeur en termes de rapidité, ce dont on parle, un sujet compliqué, par exemple, c'est l'inférence des réseaux neuronaux sur des données chiffrées. Donc vous rentrez des données chiffrées dans un réseau neuronal et puis vous ressort un résultat chiffré. Donc le réseau neuronal s'exécute en fait sur les données chiffrées et vous sort le résultat chiffré. Aujourd'hui, les écarts de vitesse, c'est en gros de 1 à 1000 par rapport au clair. Donc c'est 1000 fois plus lent d'exécuter un réseau neuronal en FHE. Alors, vous allez me dire, c'est horrible, mais il y a 5 ans ou 6 ans, c'était 1 million. Hein. Donc c'est pour dire l'effort de recherche est très important et on progresse. Et j'ai entendu quelqu'un qui travaille là-dessus, pas plus tard qu'aujourd'hui, dire que dans 2 ans, c'est bon. Bon, je pense qu'il devait y avoir ces investisseurs dans la salle, mais ça fait longtemps. Pour dire que ça progresse très très vite. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dessus et c'est probablement l'avenir de la crypto et comment par là parce que on manipule des objets purement mathématiques donc c'est assez sympa. Donc ça c'est la première branche. Oui, c'est comme IPv6, ça fait 2 ans qu'on dit que c'est l'avenir. Ouais. Après, il y a eu pas mal d'accélération au moment où les cartes graphiques sont arrivées et ont été utilisées pour autre chose que du jeu vidéo. On s'est rendu compte qu'il y avait une puissance intéressante. Et ça a été, il y a quelques années, il y a eu des articles qui étaient sortis disant qu'en gros, le chiffrement homomorphique pouvait utiliser les cartes graphiques et donc bénéficier de cette puissance. Et forcément, ça accélérait. Voilà. Oui, absolument. Alors, je connais des gens qui travaillent justement là-dessus, parce qu'en fait, ce qui est compliqué en homomorphe, c'est faire des multiplications. C'est ça qui coûte, en fait. Donc, la profondeur multiplicative d'un calcul, en règle générale, va dicter un peu le type de performance qu'on va avoir. Et les multiplications, c'est de la convolution de polynômes qui se fait avec des transformations de Fourier, par exemple, des genres de choses. Et ce qu'essaient de faire les gens, c'est de faire ce genre de transformation de manière parallélisée sur des GPU, de manière le plus rapide possible, tout en n'ayant pas trop de pertes, parce qu'il y a des problèmes de bruit, etc., qui viennent. Donc oui, il y a des gens qui codent ou recodent les algos, en fait, sur les GPU, justement pour essayer de paralléliser et d'améliorer, en fait, vraiment les blocs mathématiques, l'implémentation des blocs mathématiques de base. Il y a beaucoup de travail, il y a aussi des gens qui essaient de le mettre dans du hardware, donc on a pas mal de gens maintenant qu'on commence à mieux connaître ces objets, qui essaient de coder carrément des circuits dans des ASIC directement pour essayer d'améliorer la vitesse, donc tout ça va contribuer, ça c'est sûr, à la progression du FHE. Il y a à la fois la recherche mathématique et aussi les progrès qu'on fait dans l'implémentation et dans le port sur les hardware qui va améliorer les choses, ça c'est certain. Et bizarrement, personne n'avait trop attaqué les GPU jusqu'à maintenant, bizarrement. Mais ça change. Comment vous comparez par rapport à la concurrence? Parce que bizarrement, le marché des SDK cryptographiques est quand même assez foisonnant. Je pense à Tink, par exemple, qui est en open source par Google, ou Lipsodium, Knuckle et autres de DJ Bernstein, et des solutions commerciales dont Sealed, par exemple, qu'on a interviewé dans le Limit Sécu, ou Tanker, qui a été racheté par Doctolib. Ouais.
C'est quoi un peu votre position dans cet écosystème? Ouais, alors nous on essaie de se mettre, généralement la plupart des gens qui sont dans la cryptographie aujourd'hui font de la cryptographie assez standard ou assez connue. Par exemple, Tucker avait toujours d'ailleurs, puisque Doctolib l'utilise, un très bon système de chiffrement bout en bout. Donc là, on émet des clés en fait pour des canaux, on détermine quel est le canal, et puis on émet des clés pour ce canal. Et en fait, le problème, ça devient une gestion de clés. Donc c'est de la crypto symétrique assez simple, et donc tout le problème, c'est un problème d'engineering plus que de crypto. Et ça, ils avaient réussi à faire ça, c'est-à-dire à gérer de manière très très efficace, parce que pour Doctolib, les volumes sont énormes. Ils avaient réussi à faire ça, une gestion très efficace des millions de clés que manipule un Doctolib. Enfin, pas eux d'ailleurs, leurs clients, leurs médecins, etc. Donc ils avaient réussi, c'est vraiment un effort d'engineering très important, mais la crypto reste assez simple. Et le problème qu'a Doctolib aujourd'hui, c'est parce qu'on discute entre autres avec eux, mais avec pas mal d'autres boîtes de medtech, c'est que cette crypto, elle permet pas de faire grand chose d'autre que ça. Alors elle fait ça très bien, elle protège votre relation entre un patient et un médecin, mais elle vous permet pas de faire des calculs, par exemple. Elle pouvait pas déterminer, voir si vous avez une augmentation des, je sais pas trop quoi, des gens qui prennent des rendez-vous chez les cardiologues, ce qui peut être intéressant sur le plan de la santé publique, par exemple, de regarder des tendances comme ça, ou d'essayer d'analyser en cas d'épidémie. On voit de manière assez évidente que ça peut fournir quand même des indicateurs intéressants. Et justement, cette crypto, c'est pas facile d'aller faire du calcul du coup, parce qu'il y a vraiment ces chiffrés et des clés totalement indépendantes, chacun de son côté. Donc nous, on essaye de fournir la génération suivante, qui permet soit justement de régler le problème à la base, c'est par exemple le chiffrement par attribut, c'est une des solutions, qui a une amélioration par rapport à toutes ces émissions de clés bout en bout, et aussi en donnant des techniques cryptographiques qui permettent de faire des calculs sur les données alors qu'elles sont chiffrées. Et ça, il y a très peu de sociétés en fait qui font ça aujourd'hui. Donc il y en a de plus en plus, il y en a qui sortent de plus en plus, parce que les techniques s'améliorent. Donc on voit des boîtes autour du FHE maintenant qui sortent pas mal. Il y a aussi pas mal de boîtes, et ça on en fait beaucoup, et c'est ce qui prend le plus en ce moment, c'est des techniques qui mélangent du hardware et du software. Donc nous on travaille en un partenariat avec Intel. Intel sur tous les serveurs, sur toutes les machines qui ont des puces Xeon, donc en gros tous les serveurs, à peu près, elles ont tous du Xeon. Vous avez une extension qui s'appelle SGX, c'est Core Graph Extension, et ce que permet quand vous activez SGX, ça s'active dans le BIOS sur une machine, en fait vous pouvez réserver une zone mémoire dans la machine qui devient chiffrée par un secret qui est gravé dans le silicium. Donc à chaque fois que le CPU écrit dans la mémoire, ça chiffre à la volée, à chaque fois qu'il relie de la mémoire, il déchiffre avant de le rentrer dans son registre. Donc en soi, ça donne une protection, puisque si vous avez accès à la machine physique, vous faites un dump de la mémoire, vous voyez que du chiffré. Alors ça suffit pas pour garantir de la protection, etc. Il faut rajouter pas mal de crypto autour, pas mal de garanties de cryptographie sur ce qui tourne, etc., etc. Mais pour vous dire, nous on a bossé beaucoup avec Intel, on a passé beaucoup de temps là-dessus, et ce qu'on arrive à faire, c'est aujourd'hui à prendre des données chiffrées sous différentes clés. Donc on peut utiliser de la BE ou autre chose, là, à la limite c'est agnostique. De rentrer ces données chiffrées sur une machine, une enclave, de chiffrer du code Python arbitraire, on peut faire tourner n'importe quel code Python aujourd'hui, d'exécuter ce code Python lui-même chiffré, si on veut, sur la machine, et de sortir un résultat chiffré. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut déporter des données et du code de manière totalement confidentielle et récupérer un résultat sur une machine qui se trouve dans le cloud n'importe où. Donc ça change pas mal la donne, parce que ça permet lorsqu'on a des applications derrière ces pare-feux, une zone de sécurité, de les bouger vers le cloud, puisqu'on peut tout chiffrer, les données, l'algo et les résultats. Donc ça permet de tout déplacer vers des zones zéro trust, vers le cloud. Ça, c'est la première chose. Et ça aussi, ça favorise le calcul collaboratif. Puisque du coup, comme vous pouvez chiffrer les données d'entrée sous différentes clés, et que du coup les gens ne voient pas les données l'un de l'autre, même celui qui a la Go ne voit pas les données, ça permet d'aller faire du calcul à plusieurs en fait, avec des données chiffrées par différentes personnes. Donc c'est un truc qui a beaucoup d'essor, et là les performances sont bien meilleures que le FHE. Le FHE, on est encore sur un 1 à 1000 en gros, sur des algos un peu sophistiqués. Là, la perte de puissance de calcul qu'on va avoir en activant SGX, c'est de l'ordre de 30 à 40% sur le CPU. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Vous avez encore 70% de votre puissance de calcul. Ça reste conséquent quand même.
Alors, le FHE, c'est une terminologie qui a été utilisée plusieurs fois. Est-ce que tu peux juste redire ce que c'était? Alors ouais, c'est Fully Homomorphic Encryption. Alors le homomorphique, c'est la propriété mathématique qu'on exploite, de pouvoir, en chiffrant selon certains principes, de pouvoir manipuler des chiffres entre eux et des homomorphismes. Donc il y a souvent les additions qui passent dans le chiffré, c'est l'idée de l'homomorphisme. Ce qu'on fait dans le clair, passe dans le chiffré. Fully, c'est parce que il y a quelques années, un cryptologue, a montré qu'on pouvait avoir une machine de Turing complète en fait dans ces systèmes. Donc on peut faire n'importe quel algorithme, linéaire, non linéaire. On a une machine, on peut faire en fait n'importe quel type de calcul avec des systèmes homomorphes. Donc il n'y a rien sur le plan théorique qui nous empêche de faire n'importe quel algorithme. C'est le fully, c'est pour ça. C'est pour expliquer qu'on a vraiment on est capable de faire n'importe quel algo dans du chiffré. Si j'ai bien compris aussi, le code Python par exemple peut être chiffré, donc tu peux envoyer ton code Python et le protéger en fait, puisqu'en... Exactement. Okay. Exactement. Alors là, il y a pas mal d'applications. Alors, il y a beaucoup quelque chose tech, en medtech, fintech, vous choisissez, dont l'essentiel de leur propriété intellectuelle, c'est les algos qu'ils ont mis au point, suite généralement à du deep learning, de l'analyse. Et eux, un de leurs problèmes, c'était comment ils arrivaient à donner leur algo, enfin faire marcher l'algo sur les données de leurs clients sans donner l'algo en clair. Parce qu'en règle générale, les clients ne veulent pas trop sortir les données de chez eux. Une banque ne va jamais les donner des données à une fintech comme ça, qui peut être achetée le lendemain par on ne sait pas qui, des données bancaires. Donc la seule solution, c'était de bouger l'algo vers les données, en fait. Mais là, du coup, vous le donniez en clair. Alors ça, c'est pas terrible. Alors là, justement, la possibilité de chiffrer l'algo, ça permet à la fintech de se protéger. Alors soit c'est la banque qui run l'enclave, soit l'enclave est runnée et exécutée ailleurs, ça n'a pas d'importance. Mais au moins, on peut protéger l'algo. Donc là, ça a pas mal d'intérêt dans ce genre d'application. Donc toutes ces sociétés-là. Puis il y a des applications en cyber aussi. Vous avez des algos de détection de fraude. Par exemple, toutes les banques sont obligées de faire de la détection du terrorisme. Vous avez évidemment, par exemple, les données du Luxembourg, vous n'avez pas le droit bancaire, vous n'avez pas le droit de les sortir du Luxembourg. Donc vous êtes obligé de faire tourner votre algo, c'est la réglementation qui l'empêche, donc vous êtes obligé de faire tourner votre algo au Luxembourg. Mais évidemment, s'il est en clair et il y a un attaquant, il va apprendre l'algo un peu rapidement. Donc protéger l'algo, ça a aussi un intérêt là, ou protéger des marqueurs d'ailleurs de détection cyber. Ça a aussi un intérêt, c'est que ça empêche les attaquants d'apprendre trop vite comment vous les détectez et ce que vous savez sur la détection. Et donc de protéger la détection. Donc, il y a pas mal d'applications en cyber aussi. Alors là, tu as évoqué un point intéressant, c'est utiliser des IOC dans une enclave SGX pour que les attaquants n'aient pas accès à tes marqueurs. Est-ce que c'est un cas que tu as vu déployer en production, ça? Alors, on n'a pas déployé... Alors oui, j'ai vu le cas, mais pas déployé en production. On a travaillé sur un cas avec l'ANSSI là-dessus, à sa demande d'ailleurs. Et donc l'idée, effectivement, à la base, c'est... Vous avez des marqueurs, ça peut être des signatures de virus, ou des choses un peu plus complexes. Et il y a rules, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que vous voulez protéger ces marqueurs. Vous êtes obligé de déployer la détection proche du source de données. Donc, ça peut être des postes utilisateurs, mais ça peut être aussi une base de données bancaire au Luxembourg, par exemple, où, comme je disais, la législation luxembourgeoise vous empêche de sortir les données du Luxembourg. Donc, vous êtes obligé de déployer la détection là-bas. Et donc, là, l'idée, c'est que du coup, si un attaquant est présent sur les lieux, il ne puisse pas repérer les marqueurs, ou comprendre l'algorithme de détection, ou les patterns qui sont utilisés, et donc pour l'empêcher de muter ou de contourner la détection. Donc ça, c'est un cas qui existe, et il y a des cas qui vont être regardés, ça va venir, c'est aussi pour des gros industriels dans des chaînes de fabrication très intégrées. Vous avez des sous-traitants en fait, qui sont très intégrés à la chaîne de production, et vous voulez vous assurer, le gros industriel veut s'assurer que ces sous-traitants n'ont pas été pénétrés, parce que ça pourrait causer un risque pour lui, et donc de déployer en fait des moyens de détection chez les sous-traitants pour s'assurer qu'aucune pénétration n'a été faite, et au cas où le sous-traitant a été compromis, que le sous-traitant ne comprenne pas le type de détection qui est faite. Voilà. Donc il y a pas mal d'applications dans la cyber. Alors c'est tout nouveau. Ça va demander un peu de temps à ce que l'écosystème, mais effectivement on a commencé à faire des choses et ça s'intègre bien. On a travaillé avec des EDR, donc il y a une société qui s'appelle Arfonglab en particulier en France là, qui fait un EDR un peu moderne. Il se trouve qu'on est en plus voisins physiquement, donc c'est assez simple, mais avec eux par exemple on avait regardé comment intégrer et ça marche très bien, ce genre de choses dans leur système de manière à pouvoir protéger donc, de la détection en fait.
Alors, le problème quand même de ces enclaves, c'est que c'est des technologies qui sont très liées au matériel. Donc, par exemple, SGX 1.0 est deprecated, obsolète. Maintenant, il y a SGX2, AMD fait SEV, ARM ATE. Enfin, je veux dire, et les systèmes ne sont pas compatibles ni interopérables entre eux. Comment vous gérez cette diversité ? Ouais, alors, il y a deux questions. La diversité, bon, nous, on a fait un choix un peu, on travaille avec Intel. D'ailleurs, on a eu des discussions avec AMD, mais le marché est tellement vaste, il y a tellement à faire qu'aujourd'hui, on cherche pas à tout faire en même temps. Mais donc, et puis on a un partenariat vraiment fort avec Intel qui marche bien. Intel, en plus, les machines SGX sont présentes déjà sur Azure et OVH. Donc, vous pouvez aujourd'hui, en cochant une case sur un de ces fournisseurs de cloud, vous pouvez obtenir des machines SGX juste en cochant vraiment une case, en choisissant le type de machine. Donc c'est facilement disponible. Donc ça c'est pour la réponse de pourquoi Intel. On ne s'interdit pas de travailler avec AMD dans le futur, hein, mais la raison c'est on est avec eux, on peut déjà couvrir beaucoup de nos use cases. Sur le problème le fait que ce soit du hardware, alors oui c'est un problème, puisque dès qu'il y a hardware, il y a des attaques par canaux auxiliaires, hein, il y a du side channel attack qui peut être conduite, donc des attaques physiques, en branchant des lasers, en écoutant la consommation électrique, il y a des tas de moyens, ou des attaques un peu plus simples sur des parties de code au très bas niveau OS, ou qu'on va trouver dans des ROM ou des choses comme ça. Donc il y a une surface d'attaque qui est beaucoup plus importante que de la crypto, qui est, j'allais dire, purement mathématique et purement software. Et donc il y a eu beaucoup d'attaques menées sur SGX, énormément. Et il continue à y avoir beaucoup d'attaques menées, ce qui est une très bonne chose. Alors, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'attaques menées sur SGX, c'est si vous voulez devenir célèbre et faire le front page de Hacker News, je sais pas, c'est quand même un bon moyen. Donc quand vous êtes des gens dans la cryptanalyse, vous voulez casser des trucs, moi je vous recommande d'aller casser du SGX ou du Ceph parce que ça garantit quand même une certaine publicité, plutôt qu'un hardware module inconnu au fin fond d'un système. Voilà. Donc il y a énormément de gens qui essaient de casser SGX et Ceph tout le temps, c'est sûr. Mais c'est une bonne chose parce que du coup on connaît de plus en plus les attaques qui sont menées. Intel a pu amener pas mal de correctifs, on en est à plusieurs générations maintenant, et donc la sécurité en fait s'améliore au fur et à mesure, et les dernières attaques qui existent encore deviennent très compliquées à mettre en œuvre. Alors, il y en a qui existent sur ces hardware, mais qui deviennent compliquées à mettre en œuvre. Et du coup, quand on regarde un problème de sécurité, en fait, on regarde toujours l'environnement. Et on se pose la question de est-ce que la personne qui opère la machine est capable de monter ses attaques ? Si la réponse est non, ou elle a motivation pour, enfin, quelle qu'elle soit, pour monter ses attaques, si la réponse est non, c'est pas trop problématique, ou si les données ne méritent pas qu'on se mette à des niveaux de sécurité ultra élevés, ça va passer. Et dans beaucoup de cas, ça passe maintenant. Évidemment, si vous avez des données de type secret défense, vous n'allez pas les mettre sur une machine SGX qui tourne dans le cloud. Hein. Ça, c'est certain. Elles atterriront jamais là-bas. Mais il y a beaucoup de cas d'usage maintenant où le niveau de sécurité qu'on atteint est suffisant pour aller utiliser ce type de système. Sinon, c'est FHE. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres use cases dont on n'aurait pas parlé ? Avec ces enclaves ? Ou d'autres même. Ouais, alors dans le calcul sur données chiffrées, les deux grands cas d'usage, les deux grandes catégories en général, donc c'est des gens qui déplacent des algorithmes et des données qu'ils opéraient dans un environnement sécurisé vers le cloud. C'est le plus grand cas qu'on va trouver dans les grandes entreprises. Donc on prend les banques, ce genre de choses. C'est exactement ça, c'est le cas d'usage numéro 1. C'est on arrête de provisionner du hardware en interne, on essaie de se mettre dans le cloud et on essaie d'avoir des niveaux de sécurité équivalents. Alors pas avec les mêmes technologies, mais on essaie de retrouver des niveaux de sécurité satisfaisants. Ça c'est le premier truc, et donc on essaie de tout garder chiffré. Donc le ubiquitaire vient de là, c'est les données chiffrées aller au repos, pendant la communication et pendant la phase de calcul, donc on déchiffre jamais. Ça c'est le premier grand cas d'usage. Le deuxième grand cas d'usage, c'est le collaboratif, j'en ai parlé, donc ça permet de faire des scénarios collaboratifs où des gens vont chiffrer des données sous différentes clés, et puis ils vont faire un calcul commun. Et donc il n'y a aucun moyen pour celui qui opère la machine ou un des participants d'aller voir les données de l'autre,
Donc ça permet des calculs collaboratifs. On a beaucoup ça dans le médical, où là les acteurs sont très morcelés et sont très spécialisés en règle générale. Donc on a pas mal de scénarios médicaux où les données sont dans les hôpitaux par exemple, et même les hôpitaux entre eux ne veulent pas échanger les données, hein. Il y a la protection du patient. Ceux qui font des algorithmes sont des sociétés qui sont spécialisées dans les algorithmes médicaux, et parfois celui qui a le résultat c'est encore quelqu'un d'autre. Quand on fait de la détection de pathologie par exemple, on a un cas là pour la détection de maladies neurologiques, c'est le médecin. Donc celui qui reçoit le résultat du calcul, en fait, est encore une autre partie prenante du calcul. Donc ça permet ce genre de scénario collaboratif en opérant dans des systèmes comme le cloud. Et puis là, on a une nouvelle vague qui arrive, qui sont des gens qui sont nés dans le cloud, qui sont déjà en natif, donc qui ont déjà de la crypto, mais parfois pas très sophistiqués ou pas suffisamment sophistiqués. Doctolib est le bon exemple. Donc ils ont tout chiffré, mais maintenant ils voudraient passer à une phase calculatoire, donc comment on peut exploiter les données quand même. Alors, il ne s'agit pas de faire des choses illégales, hein, encore une fois, hein, c'est protéger. Les autorités françaises s'assurent qu'on ne fait rien d'illégal, mais c'est de pouvoir faire des choses légales sur les données. Aujourd'hui, il y a un blocage. Donc ça, c'est l'autre cas, c'est des gens qui ont déjà des données chiffrées, mais qui essayent de les exploiter là où elles sont dans le cloud. Et puis, une autre variante de ça, c'est des entreprises, souvent des fournisseurs de services SaaS, qui viennent nous voir et qui nous disent bah voilà, nous on fait un service SaaS mais sur des données en clair, et maintenant j'ai des clients qui me disent votre service il est super mais on veut plus que vous voyez nos données, donc on voudrait que vous offriez le même service mais sur nos données chiffrées de manière à ce que vous ne les voyez pas. Donc c'est des gens qui migrent en fait leurs services sur des données chiffrées des clients. Voilà. Donc ça aussi on commence à avoir de plus en plus des gens qui se retournent vers leurs fournisseurs de services dans le cloud et qui leur disent très bien ce que vous faites mais maintenant plus de données en clair. Est-ce que tu peux nous parler de Cosmio un petit peu? Depuis combien de temps existe l'entreprise? Vous en êtes où de votre développement? Levée de fonds, rachat par des Américains, tout ça, vous en êtes où? Alors, le rachat par des Américains n'est pas à l'ordre du jour. Ça, je vais régler ça rapidement. Donc, on a été créé en 2018. Ça faisait un petit moment qu'on travaillait dessus, mais la société est incorporée en 2018. On a très rapidement levé des fonds auprès de VC français, qui s'appelle Elaya d'ailleurs, qui est un des rares VC qui finance la deep tech en France. J'en profite pour passer mon petit regret sur le sujet. C'est qu'en France, c'est compliqué parfois d'aller faire des choses, de partir de papier de recherche et d'arriver à faire financer le développement autour de la recherche. Pas très facile. Très rapidement, on a eu des partenariats avec des laboratoires. Alors, j'ai parlé du laboratoire cryptographique de Normal Sup, mais il y a aussi à Leuven, il y a un très gros laboratoire en Belgique de crypto avec Nigel Smart, qui est aussi un des très grands cryptologues. Voilà, David Poincheval donc en France, puis d'autres. On travaille avec d'autres cryptologues dans le monde. On a d'ailleurs des cryptologues en interne. On a des Normal Sup chez nous, docteur en crypto. Et puis on a également embauché des développeurs qui ont l'habitude de développer de la crypto. Parce que ça aussi, c'est un savoir-faire. Donc on a fait ça. Donc c'est les premiers fonds qu'on a levés nous a permis de constituer une équipe en fait, de gens qui ont de l'expertise. On a commencé à avoir nos premiers clients. On a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre sous quelle forme il fallait livrer ce qu'on faisait, parce que ce qui est compliqué dans la deep tech, c'est qu'on part d'un papier de recherche en règle générale, ou quelque chose qui est décrit mais de manière un peu théorique. Il faut le rendre pratique, donc il faut voir si ça marche sur un ordinateur. C'est pas évident, surtout les maths, parce que les mathématiciens ils vivent dans un temps qui n'est pas celui d'une machine. Eux, si le résultat aboutit à la fin, c'est bien. Si ça prend 3 siècles, c'est pas leur problème. Donc on a besoin d'ingénierer en fait pour que ça fonctionne pour le temps humain, on va dire. Et puis après, une fois qu'on a ça, il faut le traduire dans un produit. Et ça, c'est difficile aussi parce que, in fine, les gens qui l'utilisent, ils veulent pas acheter de la crypto en général, ils veulent juste acheter le fait que leurs données sont bien protégées. Donc le calcul il se fait, etc. Et donc cette chaîne est longue. Ça demande pas mal d'argent et du temps, surtout, pour essayer de bien comprendre tout ça, ce qui est faisable pratiquement, et ce qui peut être transformé dans un produit utilisable par des gens qui ne sont pas des experts du domaine. Donc là, on est à cette phase-là, où on a créé des produits, on a des API, on a commencé à déployer chez des clients. Donc on travaille sur des vraies données, du coup avec des vrais problèmes, ce qui est quand même assez satisfaisant. On résout vraiment des difficultés qu'ils ont eues, parce qu'on ne cherche pas à remplacer de l'existence, ou on cherche à mettre en œuvre des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, parce qu'ils étaient bloqués par la technologie. Donc on est arrivé à ce stade-là maintenant.
On a d'ailleurs décidé, dans les jours qui viennent, j'espère, on va pouvoir annoncer une plateforme publique qui utilise des Secure Enclave d'ailleurs, et qui va permettre à tout le monde de jouer avec ce genre de techno, donc d'aller chiffrer des données, chiffrer un algo, le pousser sur une de nos machines, en mode SaaS, et d'exécuter de manière confidentielle, récupérer les résultats. Donc ça, on veut, pour démocratiser encore un peu plus et répandre un peu plus ce genre de technologie. Donc la difficulté, elle est moins pour la crypto, pour nous, que de faire marcher les systèmes de gestion de machines Kubernetes, pour pas le nommer par exemple, aiment pas beaucoup les enclaves, c'est du hardware. Donc on a plein de petits problèmes comme ça intéressants à résoudre au niveau infrastructure qui sont pas simples. Alors heureusement les gens d'Azure par exemple nous aident pas mal. Enfin bon, on a quand même de l'aide à côté, mais il y a des problèmes pas simples pour faire marcher une infrastructure par exemple qui scale avec ce genre de système. Voilà. Et puis du coup on relève des fonds. Puisque maintenant qu'on commence à avoir des produits, des choses qui marchent, qu'on sait qui fonctionnent, qui sont stables, le but c'est de répliquer maintenant et de répandre. Et donc là on est en plein de levée de fonds. Ça se passe plutôt bien. Alors je peux pas trop dire parce que c'est les gens qui vont nous financer qui auront la primeur d'annoncer tout ça, donc je laisse. Mais on est dans une levée de fonds actuellement. Et donc pour pouvoir, maintenant qu'on a établi ces stacks et qu'on sait qu'il y a des use cases qu'on peut bien adresser de manière efficace, on a des librairies qui vont bien, arriver à démultiplier le commercial, démultiplier aussi l'empreinte technique en fait, puisque aujourd'hui on livre du Java, du Python, des librairies en JS, mais il y a du C#, il faudrait livrer des librairies dans des tas de langages, parce qu'il y a des gens qui font aussi d'autres choses avec d'autres technos, et comme vraiment on veut construire du privacy by default, on veut que ce qu'on fait soit utilisable par tout l'écosystème en fait de développeurs autour. Pareil, on développe des partenaires avec, donc j'ai dit des nodos, on fait des plugins Spark, des choses comme ça, de manière à ce que rendre aussi ça de manière plus utilisable, avec là un minimum de développement pour le coup. Donc tout ça, ça demande du temps, des moyens, et donc on est là-dessus. Voilà un peu. Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Le message qui est passé, c'est on recrute des développeurs Rust. Alors on recrute des développeurs Rust, on aime bien les développeurs Rust. Voilà, et alors je pense que ça en est presque devenu un même chez nous. Ils viennent chez nous en disant ouais, je cherche un challenge technique et je suis pas déçu. On a presque cette phrase qui est inscrite à notre fronton, parce que oui, on attaque des problèmes difficiles. Hein. Quand on est développeur, on se retrouve face à un papier de maths à coder, c'est pas toujours évident. Le Rust, c'est pas non plus un langage évident, faut dire ce qui est. Le cours d'apprentissage est un peu dur au départ, donc ça demande, c'est pas mal, c'est assez un challenge. Du côté infra, c'est aussi un challenge parce qu'on utilise des trucs que les infra actuels savent pas utiliser. Donc on cherche toujours des gens qui ont du talent et qui sont prêts à aller taper des problèmes un peu compliqués. Donc il y a ce message-là. Puis le deuxième message, c'est que il y a en France en particulier beaucoup de très bons chercheurs. On a plein de choses et on a un vrai problème pour financer. De passer dans le concret en fait, de ce que j'ai dit, de faire cette chaîne, de passer de la recherche à quelque chose qui existe concrètement, soit dans du code, soit dans du hardware, et puis après d'en faire un produit, parce qu'on oublie aussi la dernière partie. Alors la première, on commence à s'améliorer un peu, mais en fait, si c'est pour faire une souris de laboratoire, à la fin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut quand même que ce soit un truc utilisable par des gens, et aujourd'hui, il n'y a pas tellement cette culture en France de financer ce genre de choses. Ça démarre, mais je vois bien par rapport aux levées de fonds qu'on voit aux États-Unis ou même en Angleterre, hein, sur des sujets un peu similaires, on est quand même très très loin derrière. Nous, les Allemands, enfin les Européens continentaux, on est quand même très très derrière. Et si on veut lutter, il va falloir qu'on arrive à avoir des moyens de financer des choses. Les gens qui font du hardware, ça demande énormément de capitaux, et s'ils n'ont pas les moyens de se financer, ils vont finir comme tous les autres aux États-Unis. On en parlait, et c'est ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à financer les premiers tours, l'amorçage, et puis dès qu'il faut commencer à passer, il y a un espèce de cap autour des 10 millions là. Quand on arrive là, ça se finit aux États-Unis, et ça c'est quand même dommage. Bon, bien, les messages sont passés. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que nos auditeurs vont apprécier cet épisode. Merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.